Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur le Café des experts économiques que nous reprenons après une interruption de 3 semaines, je crois. De ma faute cette fois. 2 seulement. Hein. Pour moi, c'est 3 parce que voilà, j'ai raté. Voilà. J'étais pas sur Alger. Marhaba bikoum, l'actualité économique, elle est tendue en ce début d'année. On n'a pas prévu de parler de la perpétuation de la crise sanitaire du Covid qui continue d'impacter, mais ça va être en filigrane dans cette discussion parce que ça continue effectivement d'impacter l'économie mondiale et pour ce qui nous concerne, aussi l'économie algérienne à travers les prix du baril de pétrole. Ali Harbi, bienvenue, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Reda Amrani, bonjour. Bonjour. En forme? Ça pourrait. Les temps sont restés difficiles. Hein, au début de cette année 2021. Mais tout va s'arranger puisque le Hirak est là. Il est pas loin. On n'est pas loin du 22. On va se requinquer. On a besoin de marcher. Cet anniversaire, l'anniversaire al-Mubarak, hein, selon les termes même de la... Hirak al-Mubarak. Alors, on n'a pas envie d'alarmer plus que de nécessaire les amis auditeurs sur la situation économique de cette année en 2021, mais il y a un paramètre qui, évidemment, on n'a pas beaucoup voulu le suivre en 2020, mais on va quand même s'y intéresser en 2021. Ce sont quand même les revenus extérieurs de l'Algérie. Il y a eu une polémique en ce début de semaine autour des exportations algériennes. Ce n'est pas tant le chiffre de Bloomberg versus le chiffre de M. Attar qui nous intéresse, c'est le fait que le ministre de l'Énergie était obligé de préciser. De monter au créneau. Voilà, de monter au créneau à l'occasion d'un passage devant la Chambre basse à l'Assemblée nationale pour préciser que les chiffres donnés à l'extérieur, on a compris que c'était ceux de Bloomberg, ne correspondaient pas à la réalité, que l'Algérie exportait plus que ce qui a été dit. Il a par la même occasion donné des chiffres qui visiblement ne figurent pas encore sur le site du ministère de l'Énergie. 937 000 barils jour pour le pétrole en moyenne sur l'année 2020 et 40 milliards de mètres cubes de gaz, 40 milliards d'exportation de mètres cubes de gaz. Il faut toujours se rappeler que l'objectif de Sonatrach sur la décennale précédente, c'était 65 milliards de mètres cubes. On est à 25 milliards en dessous et c'est à cause notamment de la consommation interne. On en parlera dans un mot, mais aussi la concurrence à l'extérieur. Non, il y a aussi une baisse de l'activité des champs de Hassi-R'Mel. Il y avait des investissements en cours, des difficultés, et il y a un retard de programme parce qu'il y a aussi un grand projet qui doit récolter le gaz des nouveaux champs du sud-ouest et tout. Il y a toute une infrastructure qui doit être ramenée vers Hassi-R'Mel. Ça c'est 13 milliards au moment où... Beaucoup plus. Il y a une grande quantité de gaz les infrastructures sont en cours de réalisation. Sud-ouest, Toura et aussi de Ain Salah et tout, remonter vers Hassi-R'Mel, réinjecter, traiter sur place les grandes installations de traitement parce que le gaz, c'est un produit industriel avant tout. Hein, donc, il y a des transformations, il y a des traitements et donc, on doit régénérer, si vous voulez, Hassi-R'Mel et redonner à Hassi-R'Mel une capacité de production qu'il avait avant, donc le remettre à niveau, si vous voulez. Donc, avant, c'est-à-dire, il produisait 80 milliards de mètres cubes par an. C'est ça, il va revenir à 80 milliards et ils vont récupérer, donc, et il y a aussi les nouveaux gisements du Sud-Est. Il ne faut pas être toujours pessimiste. Quand il y a de bonnes choses qui ont été lancées il y a 5-7 ans de ça, et qui sont en cours d'aboutissement, il faut le dire. Alors, il ne faut pas être pessimiste, mais j'ai choisi de m'arrêter sur cette réplique de Abdelmajid Attar quand on commence à expliquer que les chiffres de production et les chiffres d'exportation sont meilleurs que ceux perçus par nos partenaires à l'étranger. Ça veut dire qu'il peut commencer à avoir un doute sur la capacité de l'Algérie à produire plus, à maintenir ses niveaux de production et donc à maintenir ses niveaux d'exportation, à être le fournisseur fiable que Sonatrach a été pendant très longtemps. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à la dégradation de l'outil Sonatrach, un peu sur le modèle de l'outil PDVSA au Venezuela. On est loin de ce scénario ? Non.
Malheureusement, il faut dire la vérité. On n'y est pas, mais on n'en est pas loin non plus. Pourquoi? Parce que on est sur un glissement de transformation structurelle du secteur qui a pris beaucoup de retard, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la nouvelle loi sur les hydrocarbures, on n'a pas la relance des investissements et on n'a pas encore de démarche stratégique claire. On est sur l'ancienne démarche stratégique. Et donc, aujourd'hui, on va voir avec l'annonce d'une nouvelle loi sur les hydrocarbures, est-ce que justement on va se recentrer et rattraper le coup, disons, d'une année blanche 2020 sur la question des réformes, mais aussi des dégâts provoqués par les années précédentes sur la manière dont a été appliquée l'ancienne loi. On peut rappeler à nos amis auditeurs, on espérait, en corrigeant la fiscalité, notamment sur les super profits, attirer un peu plus, parce qu'il y a eu 4 appels d'offres de la NAFT qui ont été quasiment non concluants. Et on s'est arrêté dans l'investissement. On n'a plus de partenaires étrangers importants qui investissent, qui prospectent. Je pense que l'équation, pour renouveler les réserves en Algérie. Actuellement, les seuls investissements dans le forage sont faits à 95% par Sonatrach et en fonds propres et avec ses propres équipements. Donc, même s'ils ont loué des équipements... C'est inquiétant quand même, ça. Non, c'est pas plus inquiétant qu'autre chose pour moi. Moi, c'est mon avis personnel. On a connu une période semblable. C'était après le départ de l'équipe de Beled Abdeslam, où l'équipe Chadli a décidé qu'il y avait assez de pétrole, notamment parce qu'avec la guerre Irak-Iran, le pétrole était monté à $40. À l'époque, c'était une fortune, $40 le baril. Là, on est en 79-81 et on a arrêté de faire l'effort de prospection. Le plan valide a été arrêté et on s'est rendu compte, quand les prix se sont retournés, qu'on n'avait pas assez de volume. Et on a été obligé, après, il y a eu octobre 88, et on a fait l'ouverture, avant même octobre 88, du partage de production. Oui. On a le sentiment d'être dans la même période où il n'y a que Sonatrach qui intervient, où les étrangers n'aident plus. Moi, je dis honnêtement, je ne suis pas un grand spécialiste du pétrole, mais en tant qu'économie industrielle, ce que fait Sonatrach par elle-même est quelque chose de correct actuellement. Elle fait le maximum avec son potentiel actuel. On est à moins d'1 million de barils jour. Et alors, pourquoi... La Libye en guerre, elle produit 2 fois plus. Mais nous, notre capacité de production, même si on tire le maximum de nos réserves et de nos puits, c'est 1 200 000, 1 300 000 barils jour. Et on s'est plié à la discipline OPEP pour descendre de 100 000 puis 200 000. Donc on est dans la discipline OPEP et cette discipline OPEP c'était cohérente avec nos capacités actuelles. Mais c'est les capacités qui sont mais justement, s'il te plaît, ça c'est les capacités propres à Sonatrach. Il n'y a pas de partenaire étranger qui l'ENI par exemple, ou on a Darco, ou BP qui était dans le sud, dans les gisements du côté de Ain Salah, ne sont plus actifs en termes de prospection et en termes de production. C'est tout. Donc on a un certain retrait dans l'ouverture. Est-ce que le fait qu'ils ne soient pas actifs, que des géants, que des majors n'ont pas été attirés suite aux appels d'offres de ces dernières années, qu'il y a eu une réforme de la loi fiscale, de la loi des hydrocarbures, du temps de M. Yousfi, et que ça n'a pas changé la donne, puisqu'il y a eu encore un appel d'offres après qui n'a pas marché. Est-ce que c'est pas inquiétant? Ma question, est-ce que c'est pas inquiétant? Dès le moment où on a taxé, on a surtaxé les prix le pétrole produit par les étrangers au-dessus de $30 le baril. On a considéré qu'au-dessus de $30, il fallait surtaxer Donc, il y a eu un arrêt de la coopération et de la collaboration des étrangers. Donc, venir produire et ne pas retirer le fruit de leur travail par cette loi. Et finalement, ça a eu un effet très négatif. Il a été corrigé entre-temps. Mais le coût était parti. Et ça, il y a une rémanence lente dans l'industrie pétrolière. Lorsque vous retirez pour revenir, il faut du temps et il faut des négociations. Il faut qu'on reprenne le processus. Le gouvernement algérien, donc, sous l'époque Bouteflika, a fait une appréciation de la tendance du marché mondial erronée. C'est-à-dire qu'il pensait que les prix allaient être très hauts pendant une longue période. Et je me souviens des déclarations de Sellel, de Ouyahia, qui disaient il y a de l'argent, il y en aura, etc. Ouyahia s'est même permis un jour de dire que la tendance sera au-dessus des 140 dans les années qui viennent. Et il avait même parlé une fois qu'il y aurait même du pétrole à $200
Dans une conférence de presse, il avait dit ça. Le rêve est gratuit. Donc le rêve est gratuit, mais ça impacte des politiques publiques, je suis désolé. Et donc, ils se sont dit, nous, puisque le pétrole va être cher, on va créer des barrières à l'entrée. C'est logique. Et si c'était vrai, ça aurait été normal. Le fait est que c'était pas vrai. Mauvaise prospective. Voilà, mauvaise prospective. Donc, fin 2014, incompétence, voilà. C'est pas mauvaise prospective, c'est incompétence parce que le pétrole, comme toute autre activité, elle est cyclique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait un cycle, justement. En fin de cycle, ça retombe et on n'ajuste pas à temps. En parallèle, il faut savoir une chose, c'est que le marché du gaz, il est abondant. Et le marché pétrolier aussi. Donc, on n'est pas aussi dans une situation... Regardez l'exemple de l'abondance du marché pétrolier. Avec toute la crise provoquée par Trump, donc la crise yéménite, le conflit avec l'Iran, etc., le pétrole est aux alentours de 60, à conditions égales, hein, à crise politique, géopolitique égale, conflit UE-Poutine, etc., on aurait eu le pétrole à 120 il y a 10 ans. Aujourd'hui, il est à 60. Ça veut dire qu'il y a du pétrole. Et donc, finalement, il y a une double dimension qui se joue là-dessus. C'est que c'est vrai que ça ne sert à rien de trop pomper non plus. Donc, il faut faire attention. C'est ça, la nouvelle stratégie qui se doit se dessiner. Mais on ne peut pas rester logiquement fermé de l'investissement étranger. Parce que même si Sonatrach fait des efforts en solo, donc ça c'est clair que les résultats sont là, mais la tendance baissière, elle est quand même indiscutable. Et c'est là où il faut préserver sa capacité, renouveler, régénérer la capacité de production et la maintenir. Parce qu'on ne va pas sortir du jour au lendemain du pétrole. Ça nécessite quand même une transition. C'est bien ce qu'on appelle transition du mix. Et donc derrière cela, c'est là où je reviens à la question aujourd'hui du fait qu'on est en temps décalé. En termes de stratégie. On est en temps décalé, nous sommes en retard sur la nouvelle loi sur les hydrocarbures et nous sommes en retard sur la problématique de qu'est-ce qu'on fait de nos hydrocarbures. Et il faut arrêter de construire des stratégies sur la vente de brut. C'est là où je parlais de retard stratégique aussi. Parce que là aussi, le marché étant abondant, en fait, on n'entre pas dans le pétrole en tant que commodité. Là, il faut aller sur du produit transformé et là aussi, nous sommes en retard. Oui. Non, là, on le dit ici, autour de cette table, on l'a toujours dit et on le répétera jamais assez, Sonatrach ne doit pas exporter du brut. Nous avons 1 million de brut par jour, donc 1 million de barils de brut par jour. Eh bien, nous devons mettre en place une capacité en pétrochimie, 70 à 80% de pétrochimie et 30 à 40% de raffinage, totalement en Algérie, sortir du néocolonialisme, exporter du brut et importer des produits. Est-ce qu'on a l'outil pour le faire? La question, c'était ça au début. Est-ce que Sonatrach, aujourd'hui, est un outil qui peut faire cette transformation? Heureusement. Elle a les compétences humaines. C'est pas ce que dit M. Attar. Si, elle a les compétences humaines. Et les compétences complémentaires, on les achète comme toute autre compétence, c'est une marchandise. Si vous avez une bonne stratégie et une bonne vision et que vous mettez les moyens pour appliquer, exécuter cette stratégie, vous trouverez même les financements extérieurs si vous avez des ressources financières en manque. Là, vous trouverez, parce que ce sont des projets qui vont s'auto-financer, qui vont s'auto-garantir. Tous les projets de la pétrochimie, de la gazochimie ont un marché extérieur avec une plus-value largement supérieure à l'exportation du brut. Nonobstant les emplois créés et dans la production directe, et dans la logistique, et dans les services autour de ces usines. Donc, il est de l'intérêt de Sonatrach et de l'Algérie d'inscrire dans sa stratégie la transformation totale du pétrole brut en Algérie, de ne plus exporter du brut. Ça, c'est l'âme de la stratégie de Sonatrach. Et si on fait cela, ça veut dire quand même que, donc, pour rester encore une seconde sur ces questions d'attractivité par rapport aux investisseurs étrangers, ça veut dire qu'on n'invite plus les compagnies étrangères à venir découvrir du pétrole et à l'exporter en brut, parce que c'est plutôt cette fonction qui les intéresse. On va leur racheter le pétrole qu'elles auront trouvé en Algérie. Il y a un petit souci. Les majors sont intégrés, comme dirait l'autre, du puits jusqu'à la pompe, hein. Ils sont intégrés. Qu'ils aient l'usine pétrochimique en Algérie ou en France ou en Allemagne ou quelque part ailleurs, c'est la même chose pour eux. C'est dans leur ligne de production. Ils sont totalement intégrés. Donc, la localisation de la transformation de leur pétrole brut, peut-être qu'ils trouveraient avantage en termes de coûts.
en Algérie, de transformation et en Algérie qu'en Europe, point de vue coût de la main-d'œuvre et coût de l'énergie. Suppose un management stratégique important chez Sonatrach. Sonatrach, on peut rappeler la série des scandales qu'il y a eu. Le premier choc, ils ont eu beaucoup de temps à s'en remettre. Quand ils s'en sont remis, c'était avec un arrangement autour de monsieur, le patron le dernier qui était parti de la stratégie, pas Lahoul, pardon, j'ai oublié son nom, celui qui était à la tête. Celui qui était supposé être docteur d'État MTI, Ould Khaddour, merci. Ould Khaddour qui a mis en place une stratégie de 20 ans et qui est quand même le premier patron de Sonatrach depuis Mziane, à avoir engagé Sonatrach sur de grands projets. Après, on sait ce que ça a donné. La raffinerie en Italie, à Augusta, ça a posé un problème. Les arbitrages avec les Français, ça a posé un problème. Petrotech, Total, etc. Et donc, on s'est retrouvé dans un scénario. On s'est retrouvé avec un scénario où ce management-là qui a repris la main, qui s'est remis à faire des opérations, a été à nouveau incriminé. Ould Khaddour étant supposé être en situation de fuite, on lui reproche, il faudrait voir déjà ce qu'on lui reproche, son staff est sous contrôle judiciaire et une partie du staff est en prison. Est-ce qu'avec une telle configuration, on peut espérer de Sonatrach qu'elle aille plus loin? Honnêtement, sur les questions de gouvernance, en fait, nous ne sommes pas obligés d'avoir la tête, ce qu'on appelle le centre d'élaboration stratégique au niveau de Sonatrach. Le centre d'élaboration stratégique peut être au niveau du ministère, il peut être ailleurs. Ce n'est pas forcément au niveau de Sonatrach, qui reste une entreprise économique et qui est quand même, je dirais, en tant qu'entreprise étatique, elle est à un niveau d'exécution de politique publique normalement, et non pas d'élaboration des politiques. Et donc, la question que je pose moi aujourd'hui, c'est où est le centre d'élaboration des politiques? D'accord? Il faut que ce soit au niveau du ministère, donc pour construire des politiques, et construire des instruments après. Et les instruments, ça peut être Sonatrach ou autre chose. On n'est pas obligé de passer forcément que par Sonatrach. On peut créer d'autres outils, d'autres entreprises. On a créé des outils, voilà. On ne les a pas utilisés. On ne les a pas utilisés par le passé. En NAFT, par exemple, il y a des instruments. Qui était censé être l'outil de l'espace intermédiaire de l'État algérien. Oui. Et pas de Sonatrach, entreprise économique. Donc, juste au sens du code de commerce. Exactement. Donc, Al-Naft était là, si vous voulez, pour annoncer et développer la stratégie de développement des hydrocarbures. En coordination naturellement avec Sonatrach, mais avec aussi les instituts de recherche et avec les autres départements ministériels, avec les universités. Donc, on développe une stratégie en mobilisant les meilleures compétences algériennes et après, à Sonatrach d'être le bon outil d'exécution de cette stratégie. Mais on ne l'a pas fait. Ould Khaddour, devant le vide, a repris en main la stratégie, parce qu'il a besoin d'une stratégie. Lui, son environnement officiel, le ministère et Al-Naft, n'ont pas fait leur travail. Il est obligé de revenir à la stratégie. Parce qu'une entreprise sans développement stratégique ne voit pas venir l'avenir, comme dirait l'autre, et donc va naviguer à vue. Il est obligé, donc, c'est une excellente chose que Sonatrach ait mis en œuvre cette stratégie, mais c'est maintenant au ministère et à Al-Naft de reprendre ça, de la peaufiner, de lui donner, si vous voulez, une essence politique réelle, parce que Sonatrach n'est pas censé être aussi dans le politique. Alors, dans le politique, il y a les arbitrages sur le modèle économique, le modèle énergétique. Alors, on a aujourd'hui une gouvernance et une architecture gouvernementale qui veut consacrer une pleine fonction à cette transition énergétique. Là, le retard, on a parlé de décalage de stratégie. Bon, on ne parle plus des 22 gigawatts sur l'horizon 2035. Un peu moins. On a baissé. Mais on a aujourd'hui un vrai souci. Shamseddine Chittour fait du lobbying encore au poste de ministre où il est, parce qu'on a un sentiment que c'est surtout cela qu'il le fait, de la même manière qu'il le faisait dans ce studio-là, sur la nécessité de faire la transition énergétique. Mais les leviers de cette politique-là, qui sont des leviers en règle générale incitatifs, on ne les voit toujours pas arriver. Alors je pose une question précise. Il y avait... On a eu le sentiment que
commence à bouger avec le PV, avec le photovoltaïque et le décentralisé. Le ministère de l'Intérieur, les communes, les collectivités locales se sont mis à équiper leur site avec du solaire, de l'électricité solaire. Et on a le sentiment que même cette tentative qui venait un peu compléter la stratégie du centralisé, avec Sonelgaz, les centrales, les grosses centrales qui génèrent 100, 200, 300 mégawatts, on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose qui allait compléter. Même cela s'est arrêté en 2020, 2021, 2019 évidemment. Oui, c'est normal. Parce que le bilan... D'abord, il faut savoir que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est très petit par rapport au bilan énergétique global. Donc on est encore à des situations pilotes. Hein. Il y a 19 000 écoles, il y en a 422 qui sont équipées en solaire. 19 000 écoles au niveau national. 422 qui sont équipées. Sur les 422, peut-être la moitié, ça ne marche pas. Donc le bilan, il est mitigé d'abord. Donc c'est normal qu'il y ait un petit coup d'arrêt pour faire le point. C'est normal. Ensuite, il est clair que jusqu'à maintenant, et je reviens à ce qu'on dit. J'ouvre juste une parenthèse, je te laisse continuer. Le petit coup d'arrêt par rapport au cycle combiné, à l'hybridation du gaz. La centrale de Hassermel, sur laquelle il y a à peine 40 mégawatts de solaire combiné à... on a aussi dit, on fait un arrêt pour évaluer. Et j'arrive. Pour y arriver. Et l'arrêt 2014, ça fait 7 ans qu'il y a d'arrêt. C'est normal. C'est du solaire thermique. Oui. Non, je sais, c'est du solaire. Non, mais j'arrive à un point important. C'est pour dire que ces histoires d'arrêt aussi. Oui, mais c'est normal. C'est-à-dire que il vaut mieux ne pas faire que de faire quelque chose qui consomme de la ressource publique et qui ne marche pas. Donc, quand moi j'ai fait un constat, quand plusieurs experts vont sur le terrain pour faire des audits ou des évaluations et qu'ils s'aperçoivent qu'on dit qu'on a fait, mais finalement c'est mal fait ou bien ça ne fonctionne pas, et c'est de la ressource publique qui est en train de partir, là, c'est de l'argent des gens, du contribuable. Donc oui, il faut mieux faire le coup d'arrêt. Aujourd'hui, nous avons un problème, et c'est là où on pourrait reprocher des choses aux différents acteurs. Donc, le ministère de la Transition, il y a un commissariat, il y a d'autres agences en charge, etc. C'est que nous avons un grand retard sur le normatif. Donc, nous avons un retard sur les normes nationales, c'est-à-dire qui feraient partie d'un règlement technique sur la question des ressources donc, de l'énergie solaire, qui ne doit pas être que PV, parce qu'il faut travailler sur le thermique aussi. Alors, on précise quand même pour nos amis locataires, le normatif, c'est quand l'État commande, quand les collectivités commandent, c'est les normes, les cahiers des charges. Quelles sont les normes de référence sur l'équipement, la qualification des bureaux d'études, la qualification des installateurs, le cahier de charges lui-même, comment on réceptionne une installation, comment on la suit, comment on la maintient. Donc, il ne faudrait pas on a vu des cas où des installations un peu au sud, au bout de 2-3 ans, elles sont complètement ensablées. C'est-à-dire la surface extérieure, elle est détruite, elle est dégradée parce qu'on n'a juste pas essuyé. Il n'y a personne pour essuyer le panneau. Donc, ça, c'est pour donner un exemple un peu caricatural. Mais pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste dire il faut juste faire. Il faut mettre un cadre, donc il est d'abord normatif, ensuite il y a un cadre réglementaire qui fait que ces normes sont d'application obligatoire. Donc le cadre réglementaire qui édicte un règlement technique n'est pas mis en place. Et nous n'avons pas de cadre politique, c'est-à-dire que la loi sur l'efficacité énergétique et sur la transition, on a un ancien texte, mais on n'a pas de texte qui est promis depuis l'arrivée de M. Chitour, justement. Encore une fois, un autre ministère qui a passé une année blanche. Et donc, ce n'est pas pour reprocher des choses aux gens, mais aujourd'hui... Si, on peut le reprocher. Non, mais c'est pour dire... Bon, il faut tenir compte d'autres paramètres, je veux bien. Mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faut que maintenant que les choses sortent. Et c'est vrai, tu as raison, Axel, quand tu dis... et là aussi, je ne veux pas attaquer des personnes. Il faut que les ministres arrêtent de se comporter comme des consultants. À cause de leur background. Ils sont ministres, il faut agir. Il faut pondre des textes, il faut pondre des indications, il faut pondre des documents de programme et pas des documents de recommandation. Et vous êtes ministre, vous faites recommandation à qui, mon Dieu? Je ne comprends pas, moi. Non, actuellement, on n'a pas de plan stratégique établi, validé et mis en œuvre en termes d'électricité, d'énergie renouvelable et surtout pour le solaire photovoltaïque. Il ne faut pas qu'on se masque un peu le visage ou les yeux. L'Algérie, son avenir pour la production, la génération d'électricité, à 99%, c'est le solaire photovoltaïque. Nous avons la chance. Dieu nous a donné ça, d'avoir du solaire à profusion. Et nous avons, selon les études faites par les bureaux d'études allemands, de quoi
fournir à la totalité des besoins de l'Union européenne en électricité uniquement à partir du solaire photovoltaïque. Nous avons ce potentiel. Et donc, face à cela, face à ce don du ciel, comment nous organiser? Quelle est la stratégie que nous devons mener? Est-ce que je dois comprendre, Reda Amrani, que tu as fait ton arbitrage, que tu as décidé que le concentré thermique n'est pas ce qu'il faut retenir? Ah non, ça c'est déjà abandonné, c'est fini en termes de coût de revient et en termes de coût d'entretien et de consommation d'eau. Mais attention. Moi aussi, je suis pas d'accord, mais c'est pas voilà, tu es libre de ne pas être d'accord. Mais aujourd'hui, le solaire thermique, qu'est-ce que le solaire thermique? C'est une tour dans laquelle on met un liquide, une huile, que l'on va chauffer avec de la un liquide coloporteur. Mais attention, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire, vous allez avoir des échangeurs. Vous allez avoir des échangeurs qui fonctionnent avec de l'eau. Vous allez produire de la vapeur qui est produite. Qui fait tourner une turbine. Alors vous allez avoir pour chaque centrale quelques millions de mètres cubes d'eau par an. Et dans le désert. C'est ce que j'essaie de vous dire, que point de vue coût de revient et point de vue aussi option sur les ressources en eau, alors que le photovoltaïque, il a un coût de revient moins cher, il descend à 2 centimes $ le kilowattheure en Inde, en Chine et en Californie. Donc dans 3 régions différentes du monde, il est à 2 centimes $ le kilowattheure. Alors que le thermique, il est entre 12 et 14 centimes de dollars le kilowattheure. Donc, vous voyez, c'est presque 5 fois plus. Non, les choses sur ce plan-là sont acquises. C'est fini, on ne fait... Alors, le modèle économique pour mettre en place le photovoltaïque, la stratégie, on a eu le sentiment à un moment donné qu'on l'avait. Mais il s'agissait de créer de l'attractivité. Il y a eu cet appel d'offres qui était un moment important qu'avait lancé l'ancien patron de Sonelgaz, Nordin Boutelfa, quand il était ministre, pas quand il était à la tête de Sonelgaz, de 1,2 gigawatts, 1,6 gigawatts, 4 fois 400 mégawatts d'un coup. Et il n'est jamais sorti ce cahier des charges, il n'est jamais sorti cet appel. Même aujourd'hui, les choses ont changé. Dans le solaire photovoltaïque, vous avez 3 espaces différents qui produisent tous de l'électricité à partir du photovoltaïque. Vous avez l'exemple individualiste, c'est-à-dire toutes ces écoles, toutes ces APC, toutes ces brigades de gendarmerie. Il y a les mosquées aussi. C'est tout ce qui est bâtiment public disponible et protégé et gardienné. On peut mettre dessus une production d'électricité photovoltaïque individualisée, imaginer les économies qu'on fait et la production qu'on fait. Il y a le niveau intermédiaire, ce que c'est de faire son attraque dans les zones isolées, c'est-à-dire des petites centrales de 80, 100 mégawatts de photovoltaïque. Donc ça, c'est le niveau intermédiaire. Et vous avez les grandes centrales, comme il se fait en Californie, comme il se fait en Inde, comme il se fait en Chine, comme ça vient de se lancer aux Émirats. C'est des centrales de 1200 mégawatts chacune. Et nous avons l'avantage en Algérie, c'est terrible. Les zones qui sont prêtes à accueillir, où il y a un énorme taux d'ensoleillement, le plus fort du monde, sont des espaces presque désertiques. Nous n'avons pas de problème de foncier et d'emprise au sol. Donc nous pouvons construire 10, 20, 100, 200 centrales de 1200 mégawatts chacune sans problème de difficultés foncières. Donc on a l'avantage du solaire, on a l'avantage du foncier. Donc ce 3e espace de construction de centrales, et c'est elles qui produisent de l'électricité photovoltaïque à 2 centimes, 2,5 centimes $ le kilowattheure. Ce sont celles-là qu'on doit aussi développer et pour lesquelles, moi j'ai écouté les spécialistes, si tu veux, les spécialistes de l'université algérienne me disent, par rapport à notre programme et à nos potentialités, nous ne sommes pas en retard pour autant qu'on ait une stratégie claire, bien définie et qu'on se lance. Et aujourd'hui, on ne se lance pas. On n'a pas de retard, mais on ne se lance pas. Pour ce segment-là, on sait qu'on ne se lance pas. On est journaliste économique, on touche un peu à cela. On sait qu'il y a un conflit d'intérêts chez Sonelgaz. Sonelgaz s'est associé à GE, General Electric, pour acheter, pour industrialiser, pour produire en Algérie, à Batna, des turbines
qui sont destinés à combiné. l'utilisation combinée du gaz. Et donc, il faut bien installer ces turbines. Et si on devait développer à la vitesse prévue par le plan de renouvellement, le plan des énergies renouvelables, on tuerait cette production de turbines. Donc voilà, on est dans cette situation-là. C'est dit par des gens de Sonelgaz. C'est dit par... J'ai étudié, s'il te plaît, la première négociation de centrale de turbine à gaz avec General Electric, je l'ai faite en 1974. Et on a abouti avec SN Metal un protocole d'accord pour lancer ce projet. On a toujours voulu faire ce projet. Il n'est pas en retard parce que l'usine, il existe, il n'est pas en retard. Mais il va empêcher le développement du renouvelable. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'usine de Batna, elle va servir à la génération d'électricité, mais aussi elle va servir à toute la production et au transport des hydrocarbures liquides et gazeux. Toutes ces turbines à gaz de taille moyenne qu'on utilise, on a un besoin de 80 à 120 turbines à gaz industrielles par an en Algérie. Et l'usine de Batna... Pas pour la production seulement, pour le transport aussi. Non, pour la production et le transport. L'énergie, les pipes et tout, toutes les stations de pompage, elles fonctionnent avec des turbines à gaz. D'accord. Et donc, avec des compresseurs et des turbines à gaz. Donc, on est obligé d'avoir ça et donc on a un marché. On a un marché pour ça, on a un marché futur pour le renouvellement en Algérie et pour le développement et on a aussi un marché africain. General Electric est en train d'installer au Sénégal une centrale en cycle combiné. Elle aurait bien aimé avoir les machines venant d'Algérie. C'est ce qui est prévu. Oui, donc venant d'Algérie. Donc il y a un marché. Il n'y a pas un télescopage entre ce programme et le développement du renouvelable. Tu leur prêtes trop d'intelligence. Tu leur prêtes trop d'intelligence. Il n'y a pas de télescopage. Il y a des lobbies qui bloquent. C'est exactement ça. Le photovoltaïque et la nouvelle génération. C'est des lobbies, c'est pas autre chose. Parce que c'est une autre donne. Sur le plan de la rapine, je bien dis sur le plan de la rapine, c'est une autre donne. Ils ne sont pas encore installés dans ce créneau. Ils sont bien installés dans toutes les usines de cycle combiné de production d'électricité à partir de turbines à gaz, turbines à vapeur. Tout cela, ils sont bien installés. Mais ils ne sont pas encore... Le producteur de panneaux solaires chinois, ils ne savent pas traiter encore avec lui, ils ne savent pas comment... Ils empêchent le projet de Rasselma à côté de Blabbas, la grande usine, 5 milliards de dollars d'investissement. Il est bloqué par qui? C'est par ces lobbies. Parce qu'il va leur enlever, si vous voulez, il va commencer à produire, il va commencer à réaliser des centrales de 500, de 1000 mégawatts en photovoltaïque. Eh bien, là, c'est une production locale avec des investisseurs étrangers. Ça ne les intéresse pas. Allez, je pense qu'il y a effectivement un aspect de lobby gazier et c'est ce même lobby, je pense, qu'il est en train de nous pousser à exploiter le gaz de schiste, à aller sur le gaz de schiste. Donc, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. C'est là pourquoi le ministre Chitour a évoqué la question de créer une autre entreprise pour sortir la question du solaire de Sonelgaz, définitivement. Donc, et le PDG de Sonelgaz a réagi pour dire si, on peut le faire, etc. Donc, il y a eu une petite polémique d'il y a 10 jours qui montre bien que c'est un sujet, quoi. Hein. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui potentiellement conflit d'intérêts. Il faut rappeler qu'il y avait Nil déjà, un acteur. Il y avait la Nil qui n'a jamais pu décoller parce que Sonelgaz était actionnaire. Et Sonatrach. Co-actionnaire avec Sonatrach. Et avec une autre un petit privé. Voilà, enfin, un grand petit privé qui était petit par rapport à la taille de Nil. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour dire que Nil, donc New Energy Algeria, n'a jamais décollé. N'a jamais décollé parce qu'il y avait justement beaucoup de blocages. Donc, moi, sur la question de comment faire, des instruments, juste pour clarifier ce que disait Reda, et c'est très juste, c'est-à-dire qu'il y a 3 segments qui peuvent se développer d'une manière indépendante pourvu qu'on règle des problèmes réglementaires et normatifs, je le répète. Tu disais que le cahier de charge n'est jamais sorti sur les petites centrales de 150 moyenne capacité, mais c'est normal, le cahier de charge était mal foutu. Comment veux-tu que les gens soumissionnent ou que ça aboutisse? Donc, pour écrire un cahier de charge d'un appel d'offres, il faut qu'il y ait une assise technique. S'il n'y a pas d'assise technique, on va écrire n'importe quoi dans un cahier de charge. Donc, aujourd'hui, il y a le segment de ce qu'on appelle le domestique, c'est-à-dire le micro, l'usage autonome, individuel ou connecté au réseau. Donc, et c'est les maisons, c'est les écoles, c'est les petites infrastructures publiques, c'est les parkings. On peut couvrir des parkings avec du solaire, les salles de sport et tout ça. Il y a l'intermédiaire, c'est les micro-réseaux, c'est les petites installations
ça peut être une caserne, un petit village, des choses comme ça. Et puis, il y a les vraies usines, ce qu'on appelle les fermes solaires. Et là, j'ai un petit bémol à porter. Le thermique a de la place. Le thermique a de la place parce que l'eau dont tu parles, une partie est recyclable. Il faut pas, ça va tout partir s'évaporer. Et donc, il y a quand même aujourd'hui des avancées qui permettent de replacer le thermique dans la course. Donc, le thermique à concentration, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CSP. Mais attention, il y a le thermique, il y a le petit thermique aussi. Il faut pas, on est en train de l'oublier. Et ce qu'on appelle le chauffe-eau solaire classique. Attention, c'est une part très importante c'est pour l'économie d'énergie. Oui, mais on ne chauffe pas une maison avec un pot. C'est une aberration. On ne chauffe pas une maison et on ne la climatise pas avec un photovoltaïque. C'est une opération énergétique. Donc, aujourd'hui, il y a de la marge pour tous les segments. D'ailleurs, c'est peut-être la première fonction qui peut décoller plus. Exactement. C'est celle du chauffe-eau solaire. Donc, je crois qu'il faut qu'on reste ouvert sur les différentes options technologiques qu'il y a, sur les différentes solutions. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une mise en branle, une mécanique qui commence à décoller. Et la mécanique, c'est effectivement un document stratégique, c'est la première chose. Et ensuite, il y a une batterie réglementaire et normative qui doivent se mettre en place. Arrive maintenant, si vous permettez, la troisième question qu'on ne doit pas occulter. C'est avec quel argent on va le faire? Parce qu'aujourd'hui, un plan solaire, ça coûte de l'argent. Et donc, quand on revient à la question de avec quel argent on le fait, on revient à la problématique des subventions comparative, oui, des subventions sur l'électricité et le gaz, qu'il faut reporter sur le solaire, d'une manière ou d'une autre. Donc, et deuxième aspect, c'est l'injection d'argent frais sur cette partie-là. Aujourd'hui, les pays qui réussissent, tu parlais de l'Inde, on peut parler aussi de certains pays en Amérique latine, où l'acquisition d'un équipement solaire, elle est financée par un canal bancaire en crédit à la consommation pour les petits, sur la durée de vie de l'équipement. C'est-à-dire les gens ont des crédits de 15 à 20 ans pour amortir leur solaire. Aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas cet instrument de financement. On n'a pas il y a des instruments gelés, comme le fonds de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables, qui est un fonds qui n'est pas vraiment opérant actuellement auprès des entreprises, des APC elles-mêmes. Il n'est pas opérant auprès des particuliers. Donc, il faut revoir l'instrumentation de financement. Enfin, c'est tous les mécanismes d'incitation. Bien sûr. Ils viennent à peine d'élaborer une nouvelle loi pour permettre aux citoyens d'avoir leur propre installation de production d'énergie électrique. Et de revendre éventuellement sur le réseau comme ça se fait ailleurs. Il n'y avait aucune réglementation pour ça, ils viennent à peine de la mettre en œuvre. Mais de toute façon, nous avons du retard. Maintenant, pour revenir au thermique, le solaire thermique, je te dis, c'est une centrale, qui nécessite après une turbine à vapeur et un alternateur. Ceux qui vont être produits à Batna. Donc ça rentre, si tu veux, dans l'avenir de l'usine de Batna. Si on partait sur le thermique, mais si on partait sur le thermique, tu produis de la vapeur pour faire tourner une turbine à vapeur et un alternateur. Et donc, tu produis de l'électricité. Ça économise du gaz quand même. Non, ça économise du gaz, c'est vrai. Mais le cycle est coûteux. Le coût de revient est coûteux. Et donc, alors qu'avec le photovoltaïque... Les spécialistes disent, Reda, que le cycle est encore coûteux parce que le PV s'est développé beaucoup plus et qu'avec le développement du CSP, c'est les effets d'échelle et que le coût de... Laissons cette porte ouverte, Reda, s'il te plaît. Parce qu'il y a des développements en cours et on en reparlera. On va pas faire une bataille de filière technologique. Non, c'est pas un problème. Je reste aujourd'hui... L'incitation. Quelles sont, si vous voulez, les tendances, les grands producteurs, ceux qui installent 5 000 à 8 000 mégawatts de solaire par an, ce sont les Chinois et les Indiens, et c'est du photovoltaïque. Alors, on reviendra, on fait la promesse à nos amis auditeurs de revenir sur ce sujet tout au long de l'année, parce que c'est un sujet important. C'est extrêmement important, c'est la nouvelle économie. Et donc, on aura aussi... C'est un game changer, comme on dit. Absolument. C'est quelque chose qui va changer la donne. Alors, on a évoqué en début d'émission la panne des investissements en amont dans le secteur hydrocarbures. Pour la partie étrangère, on est d'accord pour dire qu'on est propre. Sonatrach essaie de faire le job. On a parlé à l'instant du retard et d'une forme de panne aussi dans la transition énergétique avec les acteurs entrants dans la production d'énergie et d'électricité verte. Et il y a cette grande panne de Landi qui ne donne plus d'agrément depuis 18 mois et qui donc ne donne plus les avantages liés aux investisseurs. Et c'est quelque chose qui... c'est une sorte
on va dire, de gouffre dont on va ressentir probablement les effets bientôt parce qu'il y a des investissements qui sont en panne. Et il y a les chefs d'entreprise qui ont décidé de quand même investir en renonçant temporairement aux avantages liés à un agrément. On dit parce que quand on fait la comparaison entre geler un investissement qui est déjà engagé ou le mener quand même en renonçant aux avantages, peut-être qu'on perd moins dans ce cas de figure. Alors on a, pour commencer cette discussion, demandé à Nabil Mellah, le PDG de Mérinal, de nous expliquer quel est, dans son cas, lui, dans le cadre de son investissement à lui, avec Mérinal, le problème de Andy, des avantages Andy et de cette fameuse barrière des 500 millions de dinars. Il va nous l'expliquer. Bonjour Nabil. Bonjour. Salam alaikum. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être dans le café des experts économiques. Alors Nabil Mellah, je sais que tu te coltines avec un problème avec l'Andy depuis plusieurs mois. Ça devient un sujet récurrent dans tes interventions, dans tes tweets. Notamment, tu es un acteur sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux expliquer aux amis auditeurs du café d'experts économiques de quoi il s'agit exactement? Alors, en fait, nous, c'est plutôt le CNI. Alors, je vais résumer ça. Il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. Le premier élément, c'est que en Algérie, quand on dépasse 5 milliards de dinars d'investissement, il faut absolument passer par le Conseil national de l'investissement. C'est une réglementation qui existe depuis l'ère Bouteflika, que tout le monde a critiqué, mais que tout le monde a maintenu. Le deuxième élément, pourquoi c'est important pour nous, industriels pharma, c'est qu'il faut savoir que nous, nos achats d'équipements, de pièces détachées, de formation, etc., c'est une autre aberration. La TVA qu'on paye dessus, on n'arrive pas à la récupérer. L'administration fiscale refuse de nous la rembourser. Il n'accepte de nous rembourser que la TVA sur nos intrants, ce qui est un minimum, étant donné que nous sommes concurrencés par des produits importés qui sont importés hors TVA, hors taxe. Et c'est pas une revendication des adhérents, des membres de l'UNOP ou des industriels. C'est tout simplement que la sécurité sociale ne veut pas rembourser un médicament avec une TVA. Elle ne veut pas rembourser une TVA. Et donc, nous facturons hors taxe. Du fait qu'on facture hors taxe, on ne peut pas récupérer notre TVA parce que l'administration fiscale refuse de nous la rembourser, en dehors de celle des intrants qui rentrent dans tout ce qui est fabrication du produit. Et encore, elle met un an et demi à le faire. Maintenant, par rapport à nous, la problématique qu'on a, c'est quoi? C'est que, vous savez, à l'époque de nos amis qui sont aujourd'hui à Al-Harrach et tout, nous avions un projet d'investissement qui devait dépasser les 5 milliards de dinars, mais du fait de l'existence du CNI et du fait qu'on savait que si notre dossier se retrouvait au niveau du CNI, on a limité notre investissement à 4 milliards 900 millions de dinars. Ça veut dire qu'on s'est dit, on va investir, PESMA, on passe pas par eux, parce qu'on savait que si on passait par eux, notre dossier allait être mis au fond d'un tiroir ou photocopié ou je sais pas. Donc, ça servait à rien, on allait être bloqué. Donc, on s'est limité à 4 milliards 900. Il se trouve que, avec les diverses dévaluations du dinar, on se retrouve avec des équipements qui sont aujourd'hui prêts à être expédiés parce qu'ils ont été commandés avant la dévaluation, mais du fait de la dévaluation, si on les importe, ils vont nous faire dépasser le seuil des 5 milliards de dinars. Entre guillemets, juste pendant que je vous explique, je trouve ça choquant de devoir justifier qu'on investit. C'est-à-dire que là, je vais faire un courrier pour leur expliquer, s'il vous plaît, permettez-nous d'investir plus. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc, on a fait 3 courriers au ministre de l'Industrie actuel, il y a à peu près un an, auxquels on n'a pas répondu, en sachant que dans la constitution de la... Farhat Haitali ne vous a pas répondu? Bien sûr, 3 courriers auxquels on n'a jamais répondu. On a écrit au directeur général de l'Andy, mais le directeur général de l'Andy, ce qui n'y peut rien faire. Il y a, pour n'importe quoi, les gens ils vont en prison, alors qu'il y a une loi sur le CNI qui est toujours valable. Alors, il peut rien faire. Ça se passe au niveau politique. Donc, il y a 3 courriers qui ont été envoyés à M. Farhat Haitali, ministre de l'Industrie, auxquels il n'a jamais répondu. C'est-à-dire, moi, je leur ai dit, Abdaf el-Eman, écris-moi, dis-moi, monsieur l'investisseur, on veut pas de votre investissement, merci, au revoir. Mais la moindre des choses, c'est de répondre. Je le dis souvent, j'ai un seul droit vis-à-vis de l'administration, c'est qu'on réponde à mon courrier, et c'est un droit qui est constitutionnel. Et répondre dans des délais courts, c'est un droit qui est constitutionnel, c'est écrit dans la Constitution, que l'administration doit répondre dans des délais courts. Nabil, qu'est-ce qui change quand le dossier d'investissement de Mérinal passe de l'Andy au CNI? Est-ce que c'est pour une occasion pour vous de demander des avantages spécifiques ou est-ce que c'est le même dossier? Moi, vous savez, moi, je leur ai dit, garantissez-moi que je récupère ma TVA et je vous parle plus. Je t'explique pourquoi. Ce projet qu'on fait, il faut qu'ils comprennent
il y a des gens qui parlent d'exportation d'Algérie, etc. Notre compétitivité, on la tire de notre pays, de là où on opère. Si on a des facteurs qui bousillent notre compétitivité, nous ne serons pas compétitifs à l'export. Ce projet d'investissement qu'on fait, c'est un projet qu'on fait pour nous positionner en tant que sous-traitants, façonniers à l'export pour des laboratoires pharmaceutiques européens. Nous devrons donc être compétitifs parce que nous allons être comparés à des pays de l'Est, au Maroc, à la Tunisie, à l'Inde, etc. Bon, on avait fait une émission à l'époque, j'avais dit que sur certains produits à fort volume, faible valeur, on a des avantages compétitifs par rapport à l'Inde et par rapport à la Chine, à des pays qui sont très compétitifs en termes d'industrie pharmaceutique. Pour que les donneurs d'ordre choisissent l'Algérie pour sous-traiter. Donc, nos concurrents sont plus proches. Sauf que si moi, en Algérie, j'ai des frais de magasinage importants, j'ai des sirestaries importants, j'ai une TVA que je paye sur des équipements que je ne peux pas récupérer, alors que mes concurrents qui opèrent dans des marchés qui peuvent proposer la même offre de service à ces laboratoires pharmaceutiques européens n'ont pas ces contraintes, ils vont être plus compétitifs que moi. Veiller à la compétitivité des entreprises algériennes, ça fait aussi partie d'une politique qui leur permet d'exporter. Et je dis pas ça pour dire je veux exporter, on exporte déjà. On est déjà en contact. Nabil Mellah, si je comprends bien, hein, c'est que dans le cas de l'investissement Mérinal, comme il est destiné à l'exportation, il est en concurrence avec tout un environnement d'exportateurs vers les grands marchés. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer l'investissement en renonçant aux avantages à ce que permet l'Andi. Avantage, elle me dérange. Oui, bien sûr. C'est l'utilisation, c'est l'usage habituel. Récupérer sa TVA. Récupérer sa TVA. C'est un droit dans tous les pays du monde. Là, dans l'industrie pharmaceutique, du fait qu'on ne facture pas de TVA et du fait que l'administration fiscale refuse de nous rembourser la TVA sur nos équipements, sur nos pièces détachées, sur nos frais bancaires, sur tout, on ne peut pas se passer de cet avantage. On parle d'un surcoût de 20%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on parle des équipements qui nous restent à acquérir, je parle d'un surcoût d'environ 150 millions de dinars, 200 millions de dinars. Demain, ce surcoût, peut-être que je serai moins compétitif qu'un concurrent à cause de ce surcoût. Et qu'on soit bien d'accord, ce surcoût s'ajoute à d'autres surcoûts. On a décidé d'importer ces équipements. Aujourd'hui, advienne ce qui pourra. Peut-être que demain, donc il dit encore une fois devant le procureur de la paix, mais je vais pas attendre, moi. Je vais vous dire une chose. Dans le cas, ces gens-là qui gèrent ce pays, qui gèrent ce pays, qui devraient le gérer, ils veulent changer la loi sur l'investissement avec plus de visibilité. Il n'y a pas de problème, c'est magnifique. Sauf que quand on a un minimum de connaissances managériales, quel que soit notre objectif, on ne peut pas se permettre de bloquer la machine. Aujourd'hui, ces gens ont bloqué la machine parce que dire, moi, vous allez attendre que je sorte mon nouveau texte sur l'investissement pour pouvoir avancer, entre-temps, on fait comment? Il faut savoir que les investissements directs étrangers sont obligatoires, doivent passer par le CNI. Ça veut dire que depuis qu'il n'y a plus de CNI, il n'y a aucun investissement direct étranger qui a été fait. Je peux vous citer des exemples dans l'industrie pharmaceutique où je connais une multinationale qui a un projet d'investissement dans l'industrie pharmaceutique qui est en train d'attendre de lancer son projet et à qui on a dit, au management de laquelle on a dit, si ça ne se fait pas dans les 6 mois, vous abandonnez cet investissement. Dans tous les pays du monde, on demande de la visibilité. Quelle visibilité avons-nous en Algérie? Vous savez quelle visibilité on a en Algérie? On a la visibilité d'une déclaration qui dit que le nouveau texte sur l'investissement sera dévoilé avant juin 2020. Ensuite, la même personne, avant octobre 2020. Ensuite, avant la fin de l'année. Ensuite, avant février. Ensuite, elle est jeune, on est sérieux, on gère un pays. Oui. On donne des deadlines et des délais qu'on respecte. Parce que les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, on dirait que l'Algérie, c'est un pays sur le Nesgar pour investir dedans. Il y a une concurrence internationale. Et une multinationale ira là où elle a de la visibilité. Si elle n'a pas de visibilité, elle ne viendra pas en Algérie. Et aujourd'hui, comment voulez-vous attirer des multinationales qui voient les locaux souffrir avec une absence de visibilité totale et des projets d'investissement? Vous savez, quand vous discutez avec des étrangers par rapport à ça et que vous leur dites que vous avez besoin, entre guillemets,
d'une validation pour investir plus, ils sont morts de rire. Et ça s'ajoute aux autres critères de non-compétitivité qu'on a. On vous dit que l'énergie, elle est pas chère. Alors la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que vous avez quand même pris le risque de ne pas attendre et d'avancer en attendant les arbitrages. Personne, j'ai pas le choix. Le projet est finalisé à 85%. J'ai pris une baffe avec le Covid parce qu'on a pris du retard étant donné que les gens ne pouvaient pas se déplacer pour installer les machines, etc. Je peux pas prendre une deuxième baffe. Je suis à 85%. On peut dire un mot pour finir, Nabil, sur le projet. Il est implanté dans la wilaya de Blida. C'est quoi exactement? Alors, il est implanté dans la wilaya de Blida. D'ailleurs, tiens, par rapport à l'énergie renouvelable, on avait envie de passer par le CNI parce que justement, dans notre projet, on a l'intention, enfin, on est en train d'étudier la faisabilité de mettre du photovoltaïque pour satisfaire à nos exigences, mais il est hors de question que je paye une TVA sur ce photovoltaïque. Donc, mon interlocuteur, les gens avec qui je discute par rapport à la mise en place du photovoltaïque pour ce projet d'investissement me disent, Nabil, quand est-ce qu'on commence? Je leur dis quand le CNI siégera. Si le CNI ne siège pas, je ne commencerai jamais. On a dit qu'il est implanté à la wilaya de Blida et qui va être probablement, on l'espère, équipé en photovoltaïque. Et sa taille, c'est en termes de lignes de production et de postes de travail. C'est pour avoir une indication. Si c'est décliné en plusieurs phases, alors il y a... Allô? Oui. Oui, alors on est implanté sur à peu près, on va dire, 15 000 mètres carrés de zone de production. Je pense que c'est l'unité la plus grande qui est en Algérie. Et c'est un projet qui vise à se positionner en tant que façonnier pour l'Europe, pour les laboratoires pharmaceutiques, ce qui nous permettra d'être une première voie d'accès au marché européen. Une fois qu'on sera validé en tant que façonnier, peut-être que ça nous permettra d'avoir d'autres ambitions. En fait, ça nous permettra d'avoir d'autres ambitions, mais on espère que ça soit possible. Si on continue à investir, parce qu'en absence de visibilité, c'est pas évident. Et il concerne surtout les formes où il y a le plus d'avantages compétitifs, avoir les formes où il y a le plus de volume, qui sont les formes de type forme sèche et tout ce qui est sachet, stick, etc. On l'a positionné en plusieurs phases. En phase 1, ce projet va probablement permettre la création de 300 postes d'emploi et nous permettre de façonner, mais on a eu une approche aussi où on a vu une grande usine sur laquelle il suffira d'acheter de nouveaux équipements pour pouvoir doubler les capacités de production qui seront aujourd'hui installées, ce qui nous permet d'entrevoir des capacités de production pouvant être implantées dans cette usine de plusieurs centaines de millions d'unités de vente. C'est-à-dire on parle de centaines de millions d'unités de vente, pas aujourd'hui évidemment, mais une fois qu'on complète l'acquisition de tous les équipements, on devrait être à plusieurs centaines de millions d'unités de vente. Et après avoir fait visiter ce projet à certains de nos fournisseurs étrangers d'équipements, je peux vous dire que beaucoup d'entre eux nous ont dit on n'a pas vu 2 ou 3 usines de façonniers qui seront au niveau des normes de qualité de ce que vous êtes en train de faire ici en Algérie. Et quand ils voient tous les problèmes qu'on a aujourd'hui en Algérie, ils me disent tous la même chose. Nabil, dans un pays normal, avec le projet que vous êtes en train de mettre en place, normalement, vous avez accès à toutes les directions partout pour qu'on vous facilite la vie, pour qu'on vous permette de le finaliser dans le plus bref délai. Le problème, c'est que Farhat Itali a peur d'aller en prison en parlant avec les chefs d'entreprise. Non, mais sérieusement, il demande tous les chefs d'entreprise qui ont travaillé avec lui. Il était consultant, Farhat Itali. Aujourd'hui, quand d'abord, il les prend pas au téléphone. Ensuite, quand il les croise, il leur dit vous venez avec d'autres chefs d'entreprise. Il faut jamais venir. Alors vous, Mérinal, vous avez choisi de l'interpeller par écrit, mais ça se passe pas comme ça. Merci beaucoup, Nabil. Merci de nous avoir est-ce qu'on va te souhaiter, puisqu'on a parlé de Farhat Itali, il était consultant dans le Café Presse Politique, est-ce qu'on va te souhaiter que le prochain ministre de l'Industrie soit aussi en ce moment sur le plateau du CEE? Non, quand même pas. On va pas s'en remettre à ça. Un problème de personne, oui, bien sûr. Un problème politique. Donc ce que tu dois me souhaiter, c'est que l'Algérie tourne définitivement la plage de son problème politique pour mettre en place les fondations qui permettront à l'économie de se développer. Tant qu'on n'aura pas fait ça, nous ne ferons rien du tout. Merci beaucoup Nabil. Merci à Texahab. À très bientôt et bonne continuation. À bientôt. Bon courage aux experts. Merci. Bon courage.
C'est le drame de notre pays. C'est le drame. C'est le CNI, regarde la dérive. Le CNI, à l'origine, il y avait un surinvestissement dans la trituration des céréales. Beaucoup de projets qui demandaient des aides. Et donc, le gouvernement a décidé d'un Conseil national des investissements pour essayer de freiner, d'orienter les investissements vers d'autres activités industrielles. Et du coup, c'est devenu un instrument de la bureaucratie politique pour bloquer, contrecarrer, faire de la coercition vers les investisseurs. C'était lieu, on piquait les projets. C'est ce que je dis quand je dis la coercition. Il n'y a pas un autre mot. Je viens, je dépose mon projet au CNI, je le photocopie, je te bloque le tien et je fais passer le mien. C'est l'oligarchie qui a fait ça. Donc on est passé à une situation mafieuse qui va à l'encontre des intérêts de l'économie du pays, des citoyens. Enfin, c'est antinational. Donc, j'en ai toujours, nous, critiqué, demandé la dissolution du CNI. Sa valeur ajoutée est négative, elle n'est pas nulle, elle est négative, il bloque le développement du pays. Et il n'apporte rien à la... CNI, Conseil national d'investissement pour les non-initiés. Le gouvernement, en termes de régulation, n'a pas besoin du CNI pour réguler l'économie. Donc, à quoi sert-il ? Pour choisir les investisseurs, choisir les copains. Est-ce qu'on en a encore besoin aussi pour donner des incitations supplémentaires? Mais non, il y a la loi, elle est claire. Il y a le code des investissements. En principe, on n'a même pas besoin d'aller à l'ANDI. On fait son dossier auprès des impôts, auprès de l'administration concernée. Et en fonction du code des investissements, on a droit ou on n'a pas droit à des avantages. Et c'est tout. Maintenant, ceux qui veulent promouvoir, ceux qui veulent aider, ils l'aident en donnant, si vous voulez, des dérogations à ce qui n'existe pas, c'est-à-dire augmenter les avantages en fonction de la politique économique du gouvernement. Le gouvernement dresse une politique économique, il veut prioriser telle activité, tel secteur, subvenir à tel besoin de l'économie, il va promouvoir des activités de réalisation ou de production à travers le code des investissements et à travers les dérogations qu'il peut accorder, puisque ce code serait insuffisant pour avantager. Mais là, nous ne sommes plus à l'ère des avantages, nous sommes à l'ère du freinage, à l'ère de la coercition, à l'ère du piratage. On pirate les projets. Et 2 ans d'arrêt d'investissement, c'est criminel. Il n'y a pas un autre mot. Il faut le dire, l'économie n'attend pas. Les citoyens qui attendent un emploi, les jeunes, il y a 200 à 300 000 diplômés de l'enseignement supérieur qui attendent un emploi. Ils sortent. Ceux qui freinent les investissements, parce qu'un investissement, il y a tout autour d'autres emplois qui se créent. C'est un emploi dans l'industrie pharmaceutique, on crée 2 ou 3 autres dans les différentes activités de service et de logistique. Pourquoi détruire ces emplois? Donc quand on ne crée pas, c'est criminel. Ce sont ceux-là qui doivent aller être en prison, c'est pas les autres. La loi, Nabil Mellah nous a rappelé qu'elle a été reportée plusieurs fois, mais on a quand même un peu le sentiment que, en fait, c'est un faux prétexte. La nouvelle loi, le nouveau code des investissements, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses, parce qu'on peut déjà arbitrer et laisser avancer ces projets d'investissement. La question d'un nouveau code pour justement supprimer le CNI, réorienter l'ANDI. Donc, casser tous les obstacles bureaucratiques, il faut un code des investissements. Et c'est indispensable. Parce que le code des investissements tel qu'il était pensé était un code de passe-droit, donc de filtre sur les investissements. Donc, je crois que le retard, il faut voir les conséquences. On a parlé de Nabil Mellah avec la Mérinal, mais ce sont des milliers de petits cas. Plus petit que le projet de Nabil peut-être, mais ce sont des milliers, parce qu'aujourd'hui, les Wali disent on n'a pas de code, on ne donne pas de terrain, les banques disent on attend, on ne peut pas vous donner de crédit, c'est le verrou sur les crédits, c'est le verrou sur les terrains, et donc on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Nabil l'a rappelé, on attend, ça fait plus que 6 mois qu'on attend ce document. Donc je crois que ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, donc passe au-delà de l'aspect code des investissements, c'est un aspect managérial, sectoriel. C'est-à-dire là, Nabil l'a souligné, on a un problème effectivement de réactivité des pouvoirs publics déjà dans leur périmètre d'action à cadre réglementaire égal, disons. Les gens ne réagissent pas, ne répondent pas aux courriers, ne traitent pas les dossiers au cas par cas. Ça, c'est un deuxième problème. Le troisième problème, et c'est un problème de fond à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on parle donc d'orientation sur l'exportation et de réduction des importations. Donc de réduire la facture import et d'encourager l'export.
Il y a des secteurs où les choses sont mûres. On en a déjà parlé dans cette émission. Le pharmaceutique est un créneau très porteur à l'international, notamment à travers le modèle d'affaires choisi par le processing. Être façonnier à façonnage aujourd'hui, c'est une opportunité de taille internationale pour l'Algérie. C'est une opportunité de taille internationale pour l'Algérie. Et donc, ça nécessite quelque chose qui est au milieu entre ce qu'on appelle les avantages généraux qui sont donnés à tout le monde, des avantages spécifiques qui sont au cas par cas, effectivement, et il y a ce qu'on appelle des avantages sectoriels sur des secteurs qu'on souhaite soutenir, qui sont du ressort de la négociation avec les acteurs du secteur. Donc on est dans ce qu'on appelle le contrat de performance sectoriel. Je ramène mes industriels de la pharmacie, donc je ne prends pas au cas par cas. Ce n'est pas Nabil en tant que personne qui demande des avantages, que ce soit clair, c'est le secteur. Parce que des mérinales, il peut en avoir 3 ou 4 et la khéré. Donc on ne parle pas du cas de Nabil Mellah, on parle d'un secteur. Moi, je ramène des gens du secteur, surtout qu'on a un ministère pour ça, et je fais avec eux un contrat de performance. Et je leur dis, écoutez, vous exportez pour telle valeur, en contrepartie, moi, effectivement, je vous enlève la TVA, et c'est un contrat sectoriel. Et les pays qui en sont en train, je prendrai le cas de l'Égypte pour ne pas parler d'un pays voisin, donc je vais prendre le cas de l'Égypte, c'est assez loin, donc c'est moins sensible. C'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des contrats de performance sectoriels, les Égyptiens. C'est pour ça qu'ils exportent sur le Golfe et sur l'Afrique de l'Est. Et ils en exportent plus que nous sur l'Union européenne. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont pris des secteurs. Ce secteur-là, pour qu'il soit compétitif à l'échelle internationale, il lui faut tel avantage. Dernier point, les avantages fiscaux ne suffisent pas. Et Nabil a raison de dire que ce n'est pas une question d'avantage, puisque finalement, on retrouve un retour sur investissement pour l'État. La question, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur. Et si aujourd'hui, moi, je peux avoir des avantages fiscaux, si ma marchandise elle est bloquée au port pendant des mois, si les frais de magasinage, si j'ai de l'instabilité électrique sur mon réseau, si j'ai de l'instabilité sur les relations sociales qui font que le coût du travail, en réel, me coûte plus cher, même si au nominal il est bas sur la région, mais en réel il va être plus cher, c'est les conditions réelles, quelle compétitivité je vais avoir en tant qu'entreprise? Je ne vais pas. Donc il faut que quelqu'un, quelque part dans ce gouvernement, mettre la question de la compétitivité des filières sur la table et qu'il la traite en tant que telle. Et s'il y a bien un secteur qui est mature, c'est celui de la pharmacie, on est d'accord. Aujourd'hui, dans le contexte mondial... Il y a 12 facultés de pharmacie en Algérie, il y a 20 facultés de chimie, de chimie fine et de biochimie en Algérie. Donc on a la main-d'œuvre, on a le marché, on a les compétences et... on freine de tous côtés. De tout temps, on a dit que la priorité, parmi les avantages comparatifs, nous avons la transformation des hydrocarbures, nous avons la transformation des matières premières locales et aussi la chimie fine et la pharmacie, puisque nous avons la formation. Et on ne fait rien pour cela. On a mis un ministère, on met ceci, mais l'environnement... La réponse est politique. Je pense que Nabil Mellah a bien compris. Non, elle n'est même pas politique. C'est de l'incompétence. Je t'assure que c'est de l'incompétence. Plus personne ne signe plus rien et tout le monde a peur. C'est de l'incompétence. Oui, et parce que les gens qu'on a mis en place n'ont pas les capacités de réfléchir et d'agir. Parce que lorsque vous êtes compétent, vous voyez clair. Et vous voyez tout le spectre de l'espace décisionnel. Et donc, vous savez comment agir, où agir et comment et quand agir. Et c'est lorsque vous n'avez pas ces compétences. Vous vous cachez derrière la réglementation, derrière la peur du gendarme, la peur du tribunal. Mais un gars compétent, hein. Moi, comme dit il a 60 ou 65 projets bloqués. Eh bien, s'il doit les débloquer pour l'intérêt de l'économie nationale, quitte à ce que se retrouve un jour face à un juge, ben c'est le risque qu'assume tout homme politique. Et c'est tout. Mais il débloque les 65 projets. Débloque les qu'on a la et on laisse les gens travailler. C'est ce qu'il avait promis de faire quand il est devenu ministre. Il nous l'a dit dans la cuisine de notre local. Merci encore une fois de nous avoir suivis au Café Presse, au Café des experts économiques. Je suis déjà sur la séance suivante. Entre-temps, je serai à Kharata demain. Je vais être à Kharata pour... Bonne route. Voilà, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.